avait 877 jours que notre Lune avait quitté l'orbite terrestre. Nous voguions à la dérive, nous faufilant entre les galaxies à travers l'espace infini. C'est alors que Tony Cellini commença à être persuadé qu'il se trouvait pour la seconde fois en présence de son ennemi mortel. Tout va bien, Cellini? Oui, docteur. Ça va bien, ne soyez pas inquiète. C'est l'ordinateur qui a donné l'alarme. Votre métabolisme a subi une agression et vos pulsations se sont accélérées. Ce n'est rien, j'ai dû faire un cauchemar. Oui, c'était un mauvais rêve, sûrement. Vous sentez-vous traumatisé? Non, non, du tout. Très bien. Mais s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi, je serai là. Entendu, docteur. Et merci. Échec. Vous êtes un véritable ordinateur. Ça ne veut sûrement pas dire grand-chose, commandant. Je bats tout le temps l'ordinateur. Bien sûr, c'est vous qui le programmez. Ah, ça ne m'empêche pas de vous battre, échec et mat. Ah, l'ordinateur n'est pas content. Vous l'avez insulté.
Tony Cellini a pénétré dans le secteur interdit, sur la plateforme numéro 4. Il n'en a pas reçu l'ordre. Tony? Tony, répondez-moi. Que se passe-t-il, Tony? Déconnectez son appareil. Alors, Tony, que se passe-t-il? On est somnambule? Embarquement immédiat de l'équipe médicale. Cano, il a réussi à prendre l'appareil de Carter. Il est déjà à bord de l'Aigle. Il ne faut pas qu'il parte. L'Aigle est sur contrôle manuel, commandant. L'ordinateur ne peut rien faire. Commandant, à ordinateur. Annulez toutes les consignes de sécurité et permettez-moi de passer. C'est un ordre. Échec abandonné. Je ne mourrai pas. Laissez-moi faire ce que je veux. Merci, Anne. Je vais m'en occuper à présent. Bonne nuit, commandant. Bonne nuit, hein. Comment va-t-il? Aussi bien qu'on peut l'être après avoir reçu une pareille décharge. J'avoue que je m'attendais un peu à la réaction qu'il a eue. C'est un instable, John. C'est surtout un individualiste. Je n'ai jamais compris l'admiration que vous avez pour lui. Oh, c'est simple. C'est un être courageux. Mais un être qui est perturbé émotionnellement. Il l'est tellement qu'il est devenu névrosé. Jusqu'où avait-il l'intention d'aller sans combinaison, en simple pyjama? Il sait où nous nous trouvons. Il sait que nous sommes à environ 3 mois de vol du plus proche système solaire. Et il s'apprêtait à partir comme ça. Ne me dites pas que c'est un acte qui se qualifie de raisonnable. Il n'a même pas pensé à emporter sa brosse à dents. Helena, vous ne le connaissiez pas avant le vol d'exploration sur Ultra. C'était un sportif, un type décidé qui savait où il allait. Et un poète. Un excellent astronaute, le meilleur qu'il me soit arrivé de rencontrer. Je le sais bien, j'en ai entendu parler. Il s'est produit un événement que nous ignorons. Il s'est forcément produit quelque chose, et ça s'est passé au-dessus de l'Ultra. Et ni vous ni moi ne pouvons le comprendre. Je suis certain que lui non plus, d'ailleurs. C'est pourquoi ça le ronge, ça le détruit sournoisement. Écoutez, John, je sais tout ce que l'exploration d'Ultra représentait pour vous. C'est pourquoi Cellini ne pouvait se permettre la moindre erreur quand il a dirigé les opérations. Et vous savez que vous seul auriez pu commander ce vol d'une manière infaillible. En trahissant Cellini? Oui, bien sûr. Je suis certaine néanmoins que durant le vol, il a commis une faute de commandement. Mais qu'il s'est toujours refusé à admettre la vérité comme telle. C'est si peu dans son caractère. Il est persuadé de son côté qu'il est infaillible. Vous le croyez aussi, mais pas moi, je regrette. Ce sont des conclusions hâtives, il n'y a aucune preuve. John, lorsque l'événement s'est produit, je faisais partie de l'équipe médicale d'Alpha qui a examiné Cellini. Mes conclusions dans le rapport que j'ai dû soumettre ont été très nettes. Elles n'ont pas été en sa faveur. Et je me suis contentée d'examiner les faits tels qu'ils me sont apparus. Les faits? Mais ils sont sujets à controverse. C'est un être instable. Tel qu'il est, il constitue une menace pour la sécurité d'Alpha. Il aurait fallu que je le tue d'un coup de laser, c'est ça? Oh, John. Écrivez donc un autre rapport à la commission spatiale. La soudaine colère de John était incompréhensible.
C'est lui ainsi que Cellini qui avait été à l'origine du vol d'exploration sur Ultra. C'est en 1994, avant que la Lune quitte accidentellement l'orbite terrestre, que le professeur Berman découvrit l'existence d'une nouvelle planète, au-delà des limites du connu. Il décida de l'appeler Ultra. Quelques nouvelles de l'espace en date du 3 septembre 1996 qui vous sont communiquées depuis la planète Terre, base de Houston. Le vol sur Ultra, eh bien on se pose une question. Qui commandera l'expédition? Anton Gorsky, le commandant de la base lunaire Alpha, doit cette semaine mettre un point final aux spéculations qui jaillissent de toutes parts. Eh oui. Il serait temps de se décider. 2 commandants, c'est trop. Et puis, il faut qu'il y en ait un qui contrôle tout depuis la base. Vous ne pouvez pas confier ça à Gorsky. Vous savez ce qu'on va faire? Écoutez-moi. On va jouer à pile ou face. Le gagnant commande le vaisseau et l'autre le dit à Gorsky. Alors, quel côté? J'écoute. Le noir. Ah, désolé. Les dieux ont choisi le meilleur astronaute. Les dieux sont surtout plus clairvoyants. Ils ont choisi le plus puissant cerveau pour tout diriger d'Alpha. J'avoue que j'aurais bien aimé y aller. Alors, ça y est, c'est décidé. Ouais. C'est d'accord. Le lancement du vaisseau équipé pour l'exploration d'Ultra fut fixé pour le 6 juin 1996. Le vol serait commandé par le capitaine Tony Cellini. L'équipage comprendrait l'astrophysicien Darwin King, l'expert en radioactivité, le professeur Juliette Mackie, et le docteur Monique Fauché, responsable de la santé, de la diététique et du bien-être psychologique de l'équipe. Ils furent déposés par un aigle sur la base spatiale interplanétaire, où le vaisseau qui devait les conduire vers Ultra les attendait. L'embarquement et le compte à rebours se déroulèrent normalement. Le lancement eut lieu à 1200 heures d'après le contrôle. Ainsi commença le vol humain le plus long qui ait jamais eu lieu. Un vol de routine qui devait durer 8 mois. Rien ne vint troubler la sérénité du voyage. Aucun incident mécanique n'en brisa la monotonie. La navigation fut absolument parfaite. Chaque jour, l'excitation grandissait à mesure que les rapports des ordinateurs confirmaient l'existence sur Ultra d'une atmosphère semblable à celle de la Terre. On dressa des plans en vue d'un atterrissage manuel. Mais soudain, alors que le vaisseau survolait Ultra, toutes les communications furent rompues avec la base lunaire Alpha. L'atterrissage prévu n'eut jamais lieu. Darwin, venez voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais on dirait du métal. C'est bien ce que je crois aussi. La référence orbitale est de 3, 0, 1. Bon, il faut relever la position de tout élément inconnu. On va aller jeter un coup d'œil. D'accord.
C'est fantastique, cette histoire. Mais d'où est-ce qu'ils viennent et pourquoi sont-ils là? Il n'y a pas un seul signe de vie dans aucun d'entre eux. Si ça se trouve, il n'y a personne à l'intérieur. Vous savez ce que je pense? Eh bien, il y a une conférence qui réunit les peuples de l'espace. Et c'est là qu'ils ont garé leur vaisseau. Oui, mais où est la conférence? Il y a certainement du monde dans les environs. Darwin, l'ordinateur le sait peut-être. Je vais voir. Juliette, branchez le survolteur sur toutes les fréquences dans le spectrogramme. Il y a ici quelques vaisseaux qui transformeraient sûrement la fiction des voyages interplanétaires en réalité. On ne serait plus prisonnier de notre système solaire avec ces engins-là. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un nous dise comment ça fonctionne. On n'a toujours aucun signe de vie. Pas un seul, non. On dirait un cimetière. On va s'arrimer à celui-là. Si l'ordinateur nous prévient que le passage est libre, on monte à bord. D'accord. L'arrimage a l'air d'être parfait. Atmosphère à 39. C'est-à-dire respirable. Température 28 degrés. Radiation 0. Que demande le peuple, hein? Très bien. Sésame, ouvre-toi. Bon, juste un coup d'œil, Darwin. J'ai bien hâte d'aller voir ça aussi. Ça va, ouverture. Refermez, Tony! Mais qu'est-ce qu'il y a? Un bruit infernal du vent et une lumière. Je ne sais pas, c'est mystérieux. Fermez les portes arrière! Alors, vous les fermez? Il n'y a plus un circuit automatique qui fonctionne. Essayez sur manuel. J'arrive! J'arrive!
En dépit de son émotion, Cellini exécuta une brillante manœuvre et réussit à placer la capsule de sauvetage sur une orbite inférieure qui devait le ramener vers la Terre. Il arriva à survivre pendant plus de 6 mois, seul dans sa capsule. La capsule de Cellini finit par être localisée dans l'espace et dirigée sur Alpha. Il était sur le point de mourir. Section 2, réanimation, faites vite. Bob, Ça a l'air incroyable, mais il vit toujours. est-ce qu'il va survivre? Oui, je crois. Il s'accroche à la vie, celui-là. Mais à mesure que Cellini reprenait des forces, le doute commençait à s'installer dans l'esprit de ceux qui l'avaient encouragé à vivre et qui à présent le jugeaient. Ce qu'il racontait de sa rencontre et de son affrontement avec le monstre était difficile à croire, et l'enregistrement contenu dans la boîte noire permit une plus grande incertitude quant à la véracité de ses propos. En tant que membre de la commission médicale de l'espace, je fus chargé d'enquêter sur l'état mental du convalescent. Capitaine Cellini? Eh oui, Docteur Elena Russell, je fais partie de la commission médicale du centre. très heureux, docteur. Je m'attendais à votre visite, je dois dire. Et je vous en prie, ne restez pas debout, asseyez-vous. Et si vous êtes venu pour entendre mon histoire, il vaut mieux vous installer confortablement. Merci. Je vous écoute, capitaine. Non, voyons, pas de capitaine entre nous. Appelez-moi Tony. Évidemment, cela vous gêne peut-être. Tout dépend de savoir si vous êtes venu avec, disons, un certain préjugé, ou si vous écouterez avec un esprit libre. Qu'entendez-vous par là? Il ne me croit pas. Et c'est logique. Je ne leur en veux pas. On leur a enseigné que le monstre épouvantable de l'espace aux yeux verts ne pouvait relever que de la très haute fantaisie, qu'on devait l'assimiler au Père Noël. Comment y croirait-il? Et si vous voulez, essayons de ne pas trop nous éloigner du sujet. Ce que je veux dire, c'est que si vous voyez un homme vêtu tout de rouge, portant une barbe blanche, au volant de sa voiture dans les rues de la ville, vous ne croirez jamais que c'est le vrai Père Noël. Ça dépasse l'entendement. Et c'est la réaction que vous avez envers moi et mon monstre, docteur. C'est ça, non? Je n'ai jamais mentionné le monstre. Mais vous êtes venu pour m'en entendre parler comme les autres. Vous devez savoir que je ne suis pas venu avec une idée préconçue, mais pour vous écouter, c'est tout. Parlez donc du Père Noël, si vous voulez. Ah, attention, vous êtes sûr que vous ne voulez pas m'écouter parler? Oui, Eh bien, la prochaine fois que vous viendrez, je vous parlerai de ma vie sexuelle. C'est fascinant. j'en suis certaine. Vous me semblez être quelqu'un à qui les sujets de conversation ne manquent pas. Je veux que vous croyiez ce que je vais vous dire, docteur. Je veux que vous sachiez que tout ce que j'aurais pu noter dans mon rapport, le plus petit détail, tout, les tentacules, les ventouses, le feu s'échappant de la bouche, tout, même si cela paraît inimaginable, n'est que la stricte vérité. Aucune inquiétude à avoir, je ne suis pas cinglé. Je suis absolument certain des paroles que j'ai pu prononcer jusqu'alors. Et si ce n'est pas ce qu'affirme la boîte noire, s'il y a conflit avec ce que moi j'ai raconté, alors celle qui ment, c'est la boîte noire, c'est une menteuse. Je suis quelque peu surprise d'une réaction semblable de la part d'un homme sensé. Je ne suis pas un homme sensé. Et malgré tout, vous voudriez nous obliger à vous croire? Tout ce que je veux, c'est que vous, Koenig, Bergman, Dixon et tous les autres, vous renonciez aux critères qui vous font juger de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Il faut que vous abandonniez tout ce qui est raison. Je vous demande de croire que moi, Tony Cellini, je me suis trouvé face à face avec un dragon, que je me suis battu avec lui armé d'une hache et que j'ai survécu. Vous devez le croire puisque c'est vrai. Il faut me croire. Voyons, capitaine, je vous en prie. Capitaine. Aidez-moi, docteur. S'il vous plaît, croyez-moi. Victor,
mauvaise nouvelle. Hein? Ils ont demandé une enquête spéciale. Le commissaire Dixon attend notre témoignage sur Terre. Ah. Eux, ils croient que Tony a décompressé tout d'un coup, brusquement, et que ça a commandé l'ouverture et tué tout l'équipage. Ouais. Il faut reconnaître que c'est une explication logique. Soyons justes, c'est plus simple que de croire au monstre, en tout cas. La boîte noire, n'ayant pas détecté la présence du monstre, est-ce qu'il est concevable qu'il y ait des formes de vie qu'elle ne puisse en aucune façon détecter? Oh oui. Alors c'est une invention stupide, la boîte noire. Simplement parce que nous n'avons aucune expérience, nous décrétons que c'est irréel. Et on n'est pas prêt d'en acquérir avant d'avoir été sur place, voir de quoi il retourne. Je crois effectivement qu'il faudrait y aller. Oui, il le faut, ne serait-ce que pour tous ces vaisseaux abandonnés. Leur sauvetage peut faire économiser des millions de dollars, vous vous rendez compte? Et à ce propos, nous savons très bien que Tony n'a pas raconté d'histoire. Parce que les contacts ont eu lieu, ça a été clairement enregistré par la boîte noire. Oui, mais c'est vous qui le dites, des contacts. Pourquoi des vaisseaux spatiaux? Ce n'est pas sûr. Alors, dans ce cas, il ne nous reste qu'à douter de tout ce que Tony raconte. Non, voyons, pas du tout. Mais je pense que voilà un homme qui a vu la mort de près. Ça explique pourquoi il a des cauchemars. Le contraire serait inquiétant. Je n'admets pas que ces gens se permettent de le juger ainsi. John, je pense qu'il leur faut une tête. Et cela parce que le vol n'a pas réussi. Alors, bien sûr, une tête tombera. Mais celle de Tony, pourquoi pas? Ouais, et s'il a perdu la raison, évidemment, tout est très simple. Moi, quelque chose me dit qu'ils font une erreur. Je suis sûr qu'il a toute sa raison. Malheureusement, c'est le commissaire Dixon qui aura le dernier mot dans cette affaire. Bonjour, messieurs. Monsieur? Bonjour, monsieur. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Oh. Alors nous voilà dans le brouillard, j'ai l'impression. Il n'y a rien comme une tentative avortée pour assécher les coffres de ces messieurs les payeurs. J'espère que vous avez quelques magnifiques suggestions pour apaiser leur soif. Eh bien, pourquoi ne pas voir la